Hey, salut! Bienvenue à l'épisode numéro 2 de En faisant le tour du carré. Aujourd'hui, j'étais avec Jean-François Ridel. Je suis venu enregistrer chez eux. Fait qu'on va faire une petite tournée de ses champs ou de ses silos. On est dans son pick-up. Donc, salut Jean-François! Bonjour Christian. Yes, ça va bien? Bien, merci. Good! Fait que, c'est ça, là, on est présentement comme en arrière de ton garage. Là, en arrière de ton garage, c'est ton plan de séchage qui est là. Oui, donc les deux premiers silos ont été bâtis par mon père. C'était quand il a vendu les vaches en 95-16 à peu près. Puis là, la nouveauté cette année, c'est le nouveau silo CU. Donc 1, 2, 3, 4, 5 sections. Exactement, 5 sections. 5 sections. Ton silo à pressure core avec plusieurs, 4 femmes dessus. Oui, puis là, tu vois, j'ai mis des genres de panneaux en plywood là, pour faire des genres de freins de son pour couper le bruit. Parce que ça faisait quand même pas mal de bruit. Les voisins ne sont pas pleins, mais tu sais, il y a du monde qui habite dans le même alignement que les... Puis tu as quand même une belle, un beau brise-vent autour des bâtiments. Là. Parce qu'on le voit pas trop bien du chemin, ta ferme. Oui, c'est un peu voulu. Même si t'es collé sur le chemin, là, puis on le voit pas bien. C'est un peu voulu. Mais en mettant ces genres de panneaux-là, ça coupe beaucoup le bruit. Là, c'est assez impressionnant. Tu vois, celui qui pique vers les champs, ça vaut même pas le coup. Là, mais non, ça, c'est normal. Les autres, ça valait vraiment le coup. Parce donc, que ici... moi, quand j'ai essayé ça, j'ai fait une espèce de bruit coupe-vent comme tu as fait. Là. Mais j'ai comme mis 2 treillis de bois. Des treillis qu'on met en dessous des galeries, mettons. Puis j'ai rempli ça, moi, de laine insonorisante, de laine de roche insonorisante. OK. Puis je me suis acheté sur Amazon un petit kit pour pouvoir mesurer les décibels. OK. Puis ça diminuait quand même passablement les décibels. OK. Fait ici, on avait un autre 400 tonnes conventionnel, un 200 tonnes ici, c'est là que je mets mon soya IP. Le séchoir Superbee, puis ici, on a, comment ça s'appelle? Voyons, la citrène de propane. Bon, on va essayer de ne pas se prendre, là. On est dans la petite neige. Puis réserve de maïs, on a 110 tonnes à peu près de réserve. Là. OK. Ouais, moi, c'est ça que je vais upgrader chez nous cette année, là, la réserve d'humide. Ben, tu vois, moi, avec le nouveau silo, le but, c'est qu'on est capable de, justement, battre 300 tonnes la même journée. On l'a fait, en fait. Wow, ça fait une sacrée journée. Ça fait un gros trou. Donc, j'ai pensé, en effet, d'upgrader la réserve, puis peut-être avoir un deuxième silo, remettre un ring de plus, puis ben, finalement, pour le blé, c'est pas nécessaire. Pour le maïs, avec le pressure cœur à côté, ce sera pas nécessaire. Alors là, on voit le tracteur en voie large avec la lame niveleuse. À 120 pouces. Oui, la lame niveleuse qu'on utilise aussi pour déblayer la neige l'hiver. C'est... OK. Tu as 2 tracteurs avec des pelles, mais tu roules avec ta niveleuse. Oui, ça va. Tu sais, avec la transmission IVT, ça raide en maudit. OK. C'est 16 pieds de large, puis écoute, ça va tellement vite avec ça. Ce qui est dur, c'est de pousser la neige. Donc, pour pousser la neige, on vient la ramener, puis après, il faut reculer pour la tasser, qu'elle ne prenne pas trop de place. Puis, en ramenant la neige toute aux endroits de stockage, ça évite d'avoir comme des gros bancs de neige autour de la maison, ce qui n'est pas très joli. Fait que nos bancs de neige, attends, on va revenir. Tu vois, on les voit là, sur le bord des arbres. Oui. On pousse la neige sur le bord du fossé. Fait que quand ça fond, ça s'en va directement au fossé, puis ça laisse beaucoup de place dans la cour. Je vois là qu'il est écrit point d'eau. T'es sur un puits ici? T'es pas sur l'aqueduc? Non. La fosse à fumier, ici, a été transformée en réserve d'eau pour les pompiers. Ah, ouais? Alors, normalement, on a un système. Fait que là, dans le fond, t'avais une lagune, parce que là, c'est une lagune ou c'est une fosse en ciment? C'est une fosse en ciment de 4 pieds à peu près. OK. Ah, elle est en forme d'ampoule, là, l'entrée est là? Oui. OK. Puis les pompiers s'en servent là, comme réserve d'eau. C'est arrivé une fois qu'il y a un voisin justement qui a passé au feu. Ils sont venus chercher l'eau ici. Ça les a bien aidés. Ils ont bien apprécié. Ah, ben là, tant qu'à avoir de quoi qui sert à rien. C'est à peu près ça, mais ça ne sert pas à grand-chose, là. Mais la question que j'ai, c'est est-ce qu'on pourrait s'en servir comme réserve pour transvider du lisier puis ensuite épandre au pipeline?
Un des problèmes qu'on a, c'est toujours de dépendre avec des tanks. Les tanks sont pesantes. Puis quand c'est le temps d'épandre, c'est pas facile d'avoir les tanks en même temps que l'irrigation. Fait que, tu sais, avoir eu un genre de buffer, de tampon pour recevoir le lisier, ce serait quand même pas mal apprécié. Fait que dans ces garages-là, j'ai la roseuse, puis là-bas, on avait le grain-quart, les nez à maïs, la table à soya là, qui sont au fond là-bas. Fait que l'ancienne étable. Voilà. L'ancienne étable qui a été transformée en hangar de machinerie. Oui, ça, c'est pas chauffé. Puis, tu sais, il y a mon nouveau semoir à blé. C'est un 1560, je crois que ça s'appelle. OK, un 1560. Nautil. C'est pas le 1590 qui est la nouvelle génération, c'est la génération juste avant. Oui. Où est-ce qu'il y a une petite différence au niveau des disques, mais je crois que quand ils ont fait une mise à jour, ils ont déjà fait la mise à jour pour que ce soit l'équivalent d'un 1590. OK. Néanmoins, non, parce qu'il y avait le 750 qui allait bien. Ils ont fait le 1560 qui n'a pas été aimé. Ils ont fait le 1590 avec des... Ils ont fait un 750, mais upgradé, mais plus renforcé. Fait que, c'est ça, il y avait de quoi là-dessus, je sais pas quoi, mais quand quelqu'un dit j'ai un 1560, mais il est monté à 1590, c'est pour éviter ces problèmes. Puis je crois que c'est dans le sabot, il y avait la forme qui n'était pas tout à fait pareille, les graines avaient tendance à bloquer. Donc, est-ce que ce serait intéressant d'avoir un chasse-résidu en avant de ça? C'est ce que je voyais là, hier. Ensuite, il y a un petit peu de jeu dans les bushings, il y a un certain âge. Là. Mais tu sais, ça, neuf, ça vaut comme 150 000. Ouais. Je l'ai payé 45 à peu près. Là. Fait que, ouais, ben c'est ça. Encore Dans une couple d'années, ils se vendaient ce prix-là de neuf. Oui, ouais. Mais bon, dans ce temps-là, peut-être que les terres étaient plus chères ou, tu sais, c'est jamais évident, là. Fait que juste derrière la ferme ici, on a 1000 de long. Premier champ ici, 1000 de long, mais j'ai décidé de le couper en deux pour avoir 2 fois 800 mètres. OK. À 800 mètres, comme ça, je suis capable de faire la longueur avec la batteuse, puis... Puis de revenir. Non, on ne peut pas revenir, là. Mais bien souvent, le grain-quart, il va se vider au bout, il va revenir par le chemin. Puis quand je reviens ici, je revide une autre fois. La batteuse n'est pas tout à fait pleine, mais au moins, le grain-quart n'a pas à se promener plein, pesant dans le champ. OK, ouais. Puis ensuite, la deuxième partie, ici, j'ai quoi? J'ai 23 hectares, puis au bout, j'ai 27 hectares. Ensemble, là, ça fait un petit peu plus que 50 hectares. Je pense que c'est 52, 54, là, les deux ensemble, avec une petite parcelle à côté. Fait que cette partie-là est en maïs. C'est là où est-ce que je me suis amusé à faire des bandes alternées, passer à la déchaumeuse pour hacher le maïs versus pas passer à la déchaumeuse. C'est pour ça qu'on voit des cotons, puis ailleurs, il n'y a pas de coton. Voilà. Où il n'y a pas de coton, ça a été passé avec la déchaumeuse pour les chopper, justement. Là. En sol gelé, il y a un endroit que j'ai fait qui était à moins... il faisait quoi? Moins 5. À moins 5, la déchaumeuse rentre dans le sol, fait qu'il y a il y a de la terre qui revient. Puis le tracteur va tracer un petit peu aussi. OK. Versus à moins 10, là, le sol est béton, là, il n'y a aucune trace qui est faite. La canne de maïs, elle casse, elle est cassante. La déchaumeuse ne rentre pas dans le sol. Elle va relever quelques petites mottes ici et là, mais peut-être que c'est une bonne chose parce que ça va faire rentrer un peu de sol pour aider justement à décomposer la canne de maïs. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, là, mais il y en a qui disent que les vers de terre n'aiment pas trop la canne de maïs. Ça se peut bien. Ben, ça doit être raide à manger. Il y a de la lignine là-dedans, là. Il y a du stock, là, tu sais, c'est... Ouais. Puis je sais pas s'il y a des histoires de BT ou d'insecticides, là. Tu sais, les variétés qui sont plus résistantes aux insecticides. En tout cas, je veux pas... c'est un peu à l'extérieur de mon champ de compétences, là. Mais peut-être que... J'avais entendu dire que, justement, là, les cannes de maïs, c'est dur à absorber. Donc, peut-être qu'on a avantage à mieux les hacher pour qu'elles reviennent plus rapidement dans le sol puis qu'elles soient décomposées, non pas par les vers de terre, mais par pas les fongicides, là, mais les fungus, les champignons. Ouais.
Là, on vient de prendre le chemin. Tu étais dans le rang de la Grande Barbue. Là, on Ouais. vient de prendre le rang Saint-Ours. Voilà. On arrive au stop. Tu es vraiment proche de la 112. Là, tu sais, il y a quoi, 2 terrains de maison entre la 112 puis ton rang, là? Oui, donc la maison qu'on vient de passer, c'est l'un des anciens propriétaires. Ça, c'était Laurent Brodeur. Ça, c'était ses terres. Fait que OK. dans le temps, la route ici, il n'y en avait pas. Il y avait aussi une traque de chemin de fer. Puis ça, c'est encore nos champs ici. OK. Là, c'était un champ de maïs. Lui, j'ai passé quasiment au complet à la déchaumeuse, sauf les endroits où est-ce qu'il y a du dénivelé. Puis le dénivelé, c'est justement pour l'érosion au printemps. Il ne faut pas que la canne de maïs s'en aille à rivière. Là. Parce que ça, c'est tout sur Billon. Là. Non, je ne pouvais pas parce que j'ai fait beaucoup de sous-solage. Puis quand on sous-sol, ben, on n'est plus capable de billonner. Ça, c'est ma maison à moi. Fait que je suis quand même pas loin. Là. Marcher d'ici à la ferme, c'est 500 mètres. OK, tu habites ici? Oui. OK. Là, dans le fond, la maison où est-ce qu'on était, où est-ce que le bureau, c'est... C'est mes parents qui habitent là. OK, c'est tes parents qui habitent là. OK, c'est beau. Puis... Parce que tu avais déménagé. OK, t'es déménagé. T'es parti du village pour t'en venir ici. Exact. Fait que là, je suis collé. Puis de mon bureau, toutes les terres par là... Ben, pas toutes les terres. Une terre sur deux par là-bas, sur 2 km, c'est nos terres. Fait que de chez moi, de mon bureau, là, je vois mes terres. OK. Ça, c'est le fun. Ensuite, on traverse la rivière de la Barbue. On est toujours sur le rang de Saint-Ours. On arrive toujours du côté gauche. Ça, c'est un autre de nos champs. Ça, c'était un champ de blé. Puis là, j'ai fait du sous-solage, sauf que ça a été tard. Donc, la culture de couverture, ça a plus ou moins bien marché. Puis on est sur le bord de la rivière, donc on ne peut pas trop travailler le sol. Les épandages de fumier, c'est compliqué. On a beaucoup de pentes aussi. Oui, il y a de la pente. Hein? Ben, c'est vallonneux. Moi, chez nous, c'est vraiment plat, des tables de poule, là, mais ici, on voit vraiment plus de vallons. Oui, mais c'est juste là. Oui, c'est ça. Non, parce que je suis arrivé par ce rang-là, le rang Brodeur, puis c'était pas mal plat jusqu'à temps qu'on arrive aux rivières. Parce que c'est ça, le rang de Saint-Ours, c'est quand même très, très bien coté. Là. Ah, puis à droite ici, le podcast Fond de rang, c'est les Ducharme. Oui, ça, Martin? C'est des terres à Ducharme. Ça aussi, c'est au Ducharme. Je ne sais pas lequel qui habite ici, mais ça, c'en est une de leurs maisons. OK. Puis tout à l'heure, on parlait des silos air forcé des Ducharme, mais c'est ceux-là. C'est encore de leur terre à eux autres. OK, fait que tu habites pas loin de chez Martin, là. Oui. De la là, famille moi, je au connais plus les pères. Là. Fait que le père et l'oncle, là, qui sont Luc et Normand Ducharme. OK. Puis là, on a une autre terre ici, derrière cette maison-là. Ici, c'était du maïs, puis ça va s'en aller en haricots secs pour Haribec l'année prochaine. Ah oui? Là encore, j'ai fait 1 sur 2, là, passer à des chômeuses. Ça va permettre de vraiment voir là, c'est quoi. Puis quelle sorte d'haricots tu vas faire avec Haribec? On va continuer avec le Pinto. Ça a bien été avec le Pinto. Récolté avec la batteuse? Oui. C'est récolté avant le soya. D'habitude, c'est fait assez tôt qu'il n'y a personne qui transporte du soya parce que, Pierre-Marc Brodeur, lui, ne veut pas absolument avoir aucune bine de soya dans ses haricots. Oui. Le haricot, le soya dans les haricots, c'est vu comme un allergène. Et pour les consommateurs de haricots, donc il faut que ça soit clean. Donc avant, la batteuse va avoir récolté du blé, il n'y a pas vraiment de problème. Puis on fait le haricot, ensuite le soya, il n'y aura pas d'enjeu. Puis au niveau de Prograin, puis le soya IP, même s'il y a quelques bines de haricots dans le soya, c'est vu comme de la poussière, c'est pas un enjeu. Ouais, c'est plus facile d'enlever les bines du soya que d'enlever du soya des bines. Puis c'est à peu près pâle blanc, là, fait que c'est pas comme si ça allait tacher le tofu. Fait que quand on... Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de neige, parce que moi, tu ne promènerais pas en pick-up dans le champ, là. OK. Quand tu regardes au fond, là, tu vois comment ça se met à monter, là. Oui. On tombe dans un autre sol. Fait que quand on arrive au fond de ce champ-là, on sort du sol de Saint-Ours, puis là, on arrive sur du sol de Saint-Paul, d'Abbotsford, Saint-Paul, puis là, on tombe dans de la roche. Ça se peut-tu que ça penche tout par là-bas? OK, il y a une décharge là, mais on dirait qu'à l'œil, on dirait que ça penche tout vers là-bas. Bien, l'eau s'en vient ici, là. Ouais, OK. Peut-être trompeur, hein? C'est trompeur, un œil. Du côté gauche-droite ou enfin nord-sud, il n'y a pas tellement de pente. Mais de toute façon, la pente qu'on utilise, c'est vraiment vers l'ouest, ici.
OK. qui vient domper dans le fossé. Fait que moi, quand on a nivelé ce champ-là, à l'époque, je sais pas si tu vois le ponceau, il est peut-être un pied plus haut que le bord du champ. On a vraiment rogné le bord de fossé d'un pied pour être sûr que, tu sais, quand tu arrives sur le bord du fossé, Qu'il n'y ait pas de barrage. Exactement. Ça, c'est tellement important. Oui, oui, Puis il y a oui, des villes qui ne comprennent pas ça. Ils empêchent les gars de niveler jusqu'au bord du fossé. Puis Ouais. ça, c'est toxique. Ça, là... Ah non, sais, ça fait de l'eau qui niaise sur le 5, puis ça fait un 5 qui pousse pas, puis c'est tout le temps frais. Puis éventuellement, ça va décrocher en quelque part. Ou il faut mettre un puits de pierre, puis c'est compliqué, ça prend du temps. Tu sais, c'est pas. Là, Herbec n'est pas bien loin par là-bas, lui. Ah, c'est 500 mètres plus loin. 500 mètres. Parce que pour 2024, je prends mes pesticides là. Ah bon? Oui. Qui est-ce qui va te les fournir? Ben, c'est qui ton vendeur? Éric. OK. Éric Brodeur, le frère d'Alex Brodeur qui est dans le fond de rang. OK. Ben, ça veut dire que c'est Alex qui travaille à l'agro-centre. Oui, c'est ça. Éric est chez Herbic. Puis sa sœur, c'est ma voisine, c'est Marie-Ève, je crois. Je sais pas. Faut pas que ils vont nous entendre hésiter sur leur nom. Ah, je suis pas bon, je m'excuse. Je suis pas bon pour me rappeler des noms, là. Mais c'est tout du bien bon monde, c'est le fun de les voir aller, là. Fait que là, ici, là, on regarde, mettons, à gauche, un peu en arrière, là, la montagne qui est là, c'est quoi? Ça, c'est Mont Yamaska. Le Mont Yamaska, Saint-Paul de OK. Botsford. Puis à droite, un petit peu en arrière, on a Rougemont. OK. Puis à droite, mettons, ça c'est comme 2 heures, c'est le mont Saint-Grégoire, en direction de Saint-Jean-sur-Richelieu, mettons. OK. On est au cœur des Montérégiennes. On va bientôt retourner sur la 112. On a une coupe de terre sur la 112. Puis dans notre coin, une des fermes qui a beaucoup de superficie, c'est les Vosgels. Les Vosgels, c'est un forfaitaire assez important là, au niveau de l'épandage des lisiers. Il est juste à côté. Oui, OK. Là, le nom me dit OK, avec le... Oui, c'est bon. Ça me dit quoi, ça? C'est Christian là, qui fait le forfait de l'épandage de lisier. Puis ouais. C'est justement les bâtiments qui sont là. Fait que là, tu vois, on a une terre sur 2. Donc ici, c'est celle qu'on a parlé qui était en maïs. Oui. Ouais. Là, on tombe chez les Vosgels. Ensuite, on voit leur lot de machinerie. Puis, ils n'ont pas mis leur tank ici. Bon, tant pis. C'est leur garage de mécanique. OK. Derrière la maison jaune, ici, là, on retombe chez nous. Ça, à l'époque, ça appartenait à, pas Bonduel, mais Terricole. Terricole qui était, tu sais, les canneries Bonduel qui appartiennent à Norterra. Oui, à ça, oui, c'est Norterra, oui. Avant, c'était la famille Ostigui, puis ça leur a appartenu, ce champ-là. Ostigui, les drainages, là? Non. Pas le drainage, OK. Parce qu'il y peut-être a un Ostigui drainage pas loin. Qui est derrière. Qui est derrière, OK. Mais les canneries qu'il y avait à Saint-Césaire, c'était Terricole, je crois. OK. Ça, nous autres, on l'appelle de même. Puis ça, c'est un champ de blé d'hiver. Fait que ça me prend ma petite pancarte, là. Pas de motoneige là-dedans. Ouais. On a des montgolfières qui sont atterris puis ils voulaient venir chercher leur poursuite. Je dis « Ah non, s'il vous plaît, c'est pas le temps. » Ils sont décollés et ils ont été atterrir plus loin, là, gentiment. Ici, on a Daniel Massé qui fait maintenant partie de mon conseil UPR-Rouville. Puis on retombe sur une de mes terres ici. Ça, c'était du maïs. Tu as passé à des chômeuses pour te choper des cotons? Oui, partout, ça a été bien fait. Puis là, ce fossé-là, ils sont supposés le nettoyer bientôt. Ça va être un beau petit chiard. Puis ensuite, ça, cette ferme-là, c'est encore à chez nous. Là, on a encore un autre blé. Oui, j'ai vu ça. Ouais, il y a un pont, là. Fait que... Ouais, on aurait pu traverser. Là, j'ai un locataire particulier, là. Ah, la maison est à toi? Oui. C'est un petit peu compliqué, là. Mais bon, juste que ce bâtiment-là. Là, on a du monde qui va arriver en arrière. En tout cas, ça, c'est une terre qu'on a achetée il y a à peu près 12 ans, là, je pense, tranquillement. Là, le temps file. C'était quand même un gros morceau. On a acheté cette terre-là ici au mois de décembre. OK. Puis on a acheté, ça c'est le voisin Rosario, puis on a acheté la maison où est-ce qu'il pas la maison bleue, mais où est-ce que la maison bleue, on l'a acheté genre au mois de février. 2 terres back-à-back. Donc ça c'est notre dernière terre achetée. On a un bloc de 20 hectares ici. OK. Ça a été sous-solé à l'automne. Ça a été fait un petit peu tard. On a fait un petit peu de nivellement justement encore ici.
que ça, c'est un beau petit bloc. C'est des terres qui n'ont pas beaucoup de pente, fait que c'est difficile à niveler, à drainer. T'as-tu une raie de curage là-dedans? Ce que j'ai fait, c'est aux 2/3, j'ai fait une baissière. OK. Puis, bon, la baissière, elle va se mettre de la boîte, mais bon, de la merde, on sème par-dessus. Puis, ça permet d'avoir des pentes un petit peu meilleures, là. De façon générale, je pense que c'est 0,07 de pente ici, là. Fait que ça, c'est pas mal problématique. Fait que j'aurais probablement... Dans le sens du champ, là? Oui. OK. Sur le latéral, il n'y a rien, c'est 0. Fait que j'ai comme pas le choix. On va être obligé de redoubler les drains. Là. Je voulais Ouais, c'est éviter vrai que ça, t'es là. en billon. Fait que c'est pas... Ouais, billon, pas de pente, c'est pas que viable, là. C'est ça, mais ça ne sert à rien de faire des fêtes. Moi, je fais des fêtes quand même assez à pic. Mais ça ne sert à rien de faire ça quand tu es sur billon. Là. Ça te prend rien qu'une pente dans le sens du champ, là, un champ de patates dans le fond. Là. Voilà. Bien, c'est l'objectif. Sauf que, bon, à un moment donné, l'orthodoxie, c'est de vouloir absolument le billon à tout prix. Ça reste que quand c'est possible, c'est le fun. Mais dans ces champs-là, je suis encore en réflexion comment mieux faire parce que justement, il n'y a pas assez de pente. Si on remet des fêtes, l'eau va se ramasser quelque part, puis c'est pas nécessairement très bon. Fait que je pense qu'on va plus aller vers rajouter du drainage. Puis le sous-solage cette année, c'était pas évident parce que... On a eu une année assez mouilleuse. Fait que veux pas, dans le sol, c'est mouillé. Absolument, tu fais ça au mois de septembre, c'est bien sec, mais là... On a eu une petite fenêtre pour le faire. Puis normalement, je l'ai fait, mettons, à 20-25 pouces, mais là, on l'a fait comme à 10-15 pouces à peu près. Parce que je me doutais que ça ne donnait rien de le faire plus creux, puis on n'allait pas avoir assez de temps. Puis comme de fait, il a fini, il pleuvait, puis il sortait, le tracteur, on a fini le champ, c'était fini, on ne pouvait plus en faire, là. Ça, c'était encore au, Brodeur, là, Éric Brodeur, entre autres. Ensuite, je pense qu'il loue les terres aussi par ici. Les Ducharme sont juste un peu après. Ça, c'est François Anger, qui est en bio-régénératif. Oui. Je l'avais déjà vu, lui, dans un des journées portes ouvertes du monde acéricole, là, au mois de mai. Je l'avais rencontré là. Ben, c'est lui qui m'a reconnu parce que lui, sa photo de profil, c'est pas lui, genre, sur Twitter. C'est variable. C'est ça, comme ça, tu le reconnais pas, tu sais. Si tu connais Norfoin, il loue la terre ici pour faire du foin. OK. Puis ça, c'est notre dernière terre ici, là. Sauf que là, on est en blé d'automne, fait qu'on ne pourra pas aller dans le champ, là. Ça a été épandu à la volée. Fait que le résultat est quand même assez joli. Puis, tu sais, je te disais que la batteuse a fait 20 pieds pile, puis des fois, on voit des traces où est-ce qu'il en manquait un petit peu. C'était dur d'aller chercher les dernières traces parce que je roule toujours exactement au bon endroit. Fait que des fois, si le planteur n'est pas parfait, j'ai des endroits où est-ce que le soya a été laissé ou de la mauvaise herbe qui est restée debout là, dans le champ. OK. Ah, ça, c'était peut-être pas clair pour les gens qui ont écouté. Je travaille... Ouais, non, c'est parce que tu m'avais expliqué des affaires dans ton garage, puis on n'enregistrait pas. Ouais. Ma table à soya, c'est une 20 pieds, mais elle ne fait pas 20 pieds. Quand on mesure comme il faut une table à soya, que je ne dis pas de conneries, c'est 19 pieds, 6 pouces. Fait que j'ai tout modifié mes affaires pour travailler à 19 pieds, 4 pouces. Mais bon an, mal an, avec les tolérances, quand on bat, même avec le GPS, quand on fait du blé, entre autres, là, les derniers rangs pour que ça rentre flush, ce qui est entre les deux coups de passage de semoir, mais il ne passe pas dans la batteuse. Fait que ces mauvaises herbes-là, elles restent debout. Ouais. Ce qui est un peu particulier. Ben, c'est un peu comme moi, ça me fait penser avec mon autre batteuse, je ramassais 16 pieds et demi. Mais 16 pieds et demi, mais quand que je ramassais mon soya au 30 pouces, je ramassais 7 rangs. 7 rangs, c'est 17 pieds et demi. Fait que s'il y avait du mauvais herbe entre les deux rangs, il ne se faisait pas de chopper. Mais je ramassais tout le soya, par exemple. Mais ça rentrait trop pile dans la table, là. J'aurais pas été capable de faire des rangs jumelés. Ça n'aurait pas rentré. C'est vrai, on est sur le rang Rosalie en passant.
Ça, c'est le dernier. Ben, c'est le dernier champ. C'est tout à l'heure, quand on était à la ferme, la ferme, on voit les silos au fond Oui, là-bas. oui, on les voit là-bas. Puis ça, c'est un champ qu'on a sous-solé. Là encore, c'était limite. Fait qu'on ne l'a pas fait aussi creux qu'on voulait. On a réussi à faire un petit peu de nivellement. Puis ceux qui connaissent le rang Rosalie, avant ici, on avait une grande haie d'1 000 de long en frêne de Pennsylvanie. Frêne de Pennsylvanie, ça rime avec Agril du frêne. Toutes les frênes, oui. Là, je vois que tu l'as fait de billets. Oui. Normalement, c'est ce qui est recommandé. Là. La question, c'est de savoir à quel angle il faut le faire. Là. C'est ça qui est jamais Puis en fonction évident. des pentes du champ aussi. Aussi. Parce que, mettons, là, tu t'en viens, ton champ penche nord-sud. Fait que le nord est plus haut que le sud, mettons. Puis est-ouest, c'est un fight. Sur un bord, ta pente, si tu passes avec ton décompacteur de billets, ils vont suivre les pentes pour creuser les drains. Mais si tu t'en viens avec la même ligne sur l'autre bord, les pentes du champ sont comme contraires à ton coup de décompacteur. Oui, fait qu'elles vont comme accumuler l'eau, puis... L'autre bord, fait que c'est ça. Moi, ce que je le fais chez nous, mais je le fais en V, dans le sens des pentes, pour être sûr que ça coule. Fait que c'est un peu plus chiant parce que tu as 2 fois le nombre de demi-tours à faire. Ouais. Ça prend un petit peu plus de temps, là. C'est ça qui est plus tough. C'est le temps de le faire, c'est tout. Oui, mais il y a aussi que quand tu fais ton demi-tour, ben tu roules sur du stock que tu as déjà Au milieu du décompacté, champ, là. tu revires le bord, puis... Ça, c'est des avantages. Là. Non, c'est parce que là, on était... Le pont, là, on était comme vis-à-vis les coups de décompacteur que tu faisais, puis je voyais les traces dans l'autre sens. À un moment donné, je me suis rendu compte que par rapport au fossé, comme peut-être... Parce que le rein est de biais par rapport au sens du champ aussi. Aussi. Le rang Rosalie, il y a du trafic sur le rang Rosalie. Là. Quand on se promène en batteuse ici, là, c'est sportif. Là. Parce que le chemin est étroit, hein? Il n'y a pas d'accotement à l'autre bord, puis tu as une décharge. Puis elle est pas pire, la décharge ici. Là. Au moins, il n'y a pas de maison du côté nord. Mais c'est ça, quand on roule, là, moi je prends... Regarde, on le voit ici, là, on a un autre champ qui a été fait de travers par rapport au rang. Oui, il est fait de travers. Puis il a croisé arrêt de curage. C'est vrai, tu as raison. Ça, c'est du charme. Là. Puis il a croisé arrêt de curage de même. Fait qu'il y avait un bord qui était correct, puis après ça, il a croisé arrêt de curage, puis il était plus correct que l'autre bord de l'arrêt de curage. OK. Oui, puis je pense qu'à l'origine, je ne sais pas s'ils ont bouché le fossé, mais à l'origine, le fossé était creusé croche. Je pense qu'il y avait un 6 ou un 8 rangs de décalage, comme quoi que le fossé du centre avait été fait croche. C'était partout pareil, ça. Oui, mais en tout cas, c'est quand j'étais jeune, ça appartenait au père d'un ami. Là. Puis ils ont vendu la terre, j'étais au Japon, fait que j'ai pas pu miser dessus. Ouais, mais tu t'alignais pas pour ça non plus, t'étais au Japon. C'est vrai. Fait que... Mais bon, les autres... Si je me souviens bien, il me semble que ton frère était sur la ferme. Ouais, ça se peut-tu à ce moment-là, non? Pas très longtemps, là. Mon frère a essayé de travailler un peu avec mes parents, puis ça n'a pas trop bien marché, là. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Disons qu'on est 4 enfants dans la famille. On a l'organisatrice, on a l'ingénieur, on a les arts martiaux, puis on a la beauté. C'est ça nos spécialités, là. Ma sœur Corinne, elle travaille à la... Comment ça s'appelle? RDA, c'est Regroupement d'achat de denrées agricoles. OK. Ils sont pas mal bons là, dans l'Estrie là, pour tous les ventes, achats de grains, puis l'achat de minéraux, n'importe quoi, ce qu'ils peuvent acheter en gros. OK, fait que dans le domaine agricole. Oui. Donc, elle a pas mal à gérer de ce côté-là. Puis, on l'a engagée comme secrétaire pour le Club Action Bion. Fait que quand on organise des événements, c'est encore avec elle. Là. Ça fait Ça, là-bas, on voit comme des lumières de ski sur la montagne. Ça, c'est Bromont. Bromont, OK. On est à 30-35 minutes de Bromont. Ah, OK. Fait que c'est un beau spot là, pour celui qui veut profiter de l'agriculture et des pentes de ski. Des belles terres argileuses. Bon, l'argile, ça son plus et son moins, mais ça reste que si c'est bien fait, c'est intéressant comme production. Fait qu'on retourne dans le rang de la Barbue. On a-tu encore du temps pour faire un tour de la Barbue ou... on peut le faire. Dans ça qu'on vient de rentrer dans le rang.
Ça, c'était une des 3 terres qu'on a achetées, la maison qu'on vient de passer, celle de René Brodeur. On avait acheté les 3 frères dans le temps, qui étaient Laurent, René, qui est la maison de mes parents, puis là, on vient de passer la maison de René. Fait que ton père, quand il est arrivé de la France, c'est le site qu'il a acheté, c'est celui-là? Oui, 3 terres d'un coup. Alors pour lui, je pense qu'en France, il y avait comme 20-25 hectares. Il arrive ici, il en achète 80. En France, il y avait un tracteur. Ici, il y en avait comme 3 ou 4. C'est des vieilles affaires, mais bon. Puis en France, je pense qu'il y avait 20 vaches. Il y en avait comme 30 peut-être en arrivant ici. Fait que ça a été Avec la possibilité de grossir. Exactement. En France, c'était pas le cas. Puis en France, ces 20 hectares, ils étaient sur 20 km. Qu'ici, c'est tout dans les blocs. C'est bol. Puis tu as vu à quel point tout est regroupé ensemble. Là, fait que c'est vraiment le fun. Ici, c'est des terres à Vogel, puis après, c'est des porcheries de Ménard. Oui, c'est ça, c'est F. Ménard qui a racheté ces porcheries-là. Puis ils ont leur site. Je ne sais pas à qui est-ce que ça appartient maintenant, là, qu'ils ont vendu, en tout cas. Puis tu vois, tu veux dire que pas celui mais la coop avait acheté Ménard, mais je ne sais pas trop comment ça s'est divisé, là, mais en tout cas, je sais que Ménard existe encore, il n'a pas été racheté à 100 je pense. Là. En tout cas, je ne sais pas trop, on va passer direct, là. OK. Mais enfin, ils ont tous leurs équipements là, pour l'épandage. On retourne chez Vogel. Tu as vu, ils ont fait un beau travail de nivellement ici, là. C'est assez joli de voir comment ça s'organise. Ici, on a M. Riendo, une ferme laitière. Pas facile de trouver de la relève. Mais il fait ses affaires, c'est toujours bien fait. Ici, dans le temps, c'était un moulin, les Angers, je crois. Ah oui? Ils ont encore la roue à côté là, du moulin. Au Rivière. Oui, Ben oui. Barbu avec un barrage. Ça, les barrages, maintenant, je pense que c'est plus trop légal, mais il y a dû avoir des chutes. Puis dans le temps, c'était justement l'eau qui entraînait le moulin, là, à cet endroit-là. Tout à l'heure, on a parlé des drainages Ostigui. Oui. Pierre Ostigui habite ici. Puis dernièrement, il a fait un camp d'une partie de ses vaches. Il y a des vaches charolais, là. Donc ça, c'était ici. Ostigui-Charolais. Puis c'est sa fille qui habite juste à côté, là, qui est maintenant la propriétaire de la partie drainage de Ostigui Drainage, parce que l'excavation, le centre de jardin, puis, excavation, drainage, puis jardin. C'est les trois parties, mettons. Ah, OK. Ah, oui. Ça, c'est Christian Vogel qui est ici. Puis la maison de ses parents, le Roger. Puis tu as vu tous les silos qui ont monté, là. Oui. Un gros plan de séchage, quand même. Oui. Ça... Tu sais, il se casse la tête pour que ça marche bien, là. C'est assez beau, là, comment ça grandit, ça. Mais... Parce que là, avec les deux silos Harvester, ça veut dire qu'ils ont eu des vaches, là. Oui. Quoique, oui et non. Dans le sens, oui, ils ont eu des vaches, mais les silos n'ont pas été faits pour les vaches. Ça a été fait pour faire du maïs humide dans la moulée des cochons. Tiens, avant qu'on passe tout droit, ça, c'est un très beau moulin qui a été fait par un certain Jean Leclerc. Pas Jean Leloup, Jean Leclerc, mais Jean Leclerc, un ancien artiste, là, un acteur qui a fait... qui a été populaire à New York, semble-t-il. OK. Fait qu'ils ont un super beau site, là. C'était à vendre là, pour quelque chose qu'un 1 ou 1,5 million. Ça prend des poches assez creuses. Oui, hein? On va dire comme toi. Qu'est-ce que je devais dire tout à l'heure? C'est ça, pour les silos, c'est à l'époque, ils voulaient faire du maïs humide, donc plus de séchage pour la moulée de maïs. Ça marchait un certain temps, puis finalement, ils ont quitté ça, ils sont venus au sec. Mais à l'époque, c'était quand même innovant de faire de la moulée à cochon avec du maïs humide. Ils coupaient tout le séchage, ça lui permettait de récolter plus tôt. Fait que, bon an, mal an, c'était quand même assez intéressant. Fait qu'on a fait la longueur du... Ah, on vient de sortir de Saint-Césaire, on arrive à la route 235. Voilà. Fait qu'ici, on est où? À Saint-Paul-d'Abbotsford, je pense? Ouais. Parce que si on s'en va par là, on arrive à l'Ange-Gardien. Ouais, on va plutôt retourner vers la 112, là. Là, ça fait combien de temps qu'on est? 34 minutes. Bon, on va finir par la 112. Parce que, ici, à tourner des grandes cultures, je pense qu'on était arrêté à échantillonner un champ dans ce coin-ci. OK. Une année, ouais. Ici,
que je me trompe pas. Ça doit être... non, je sais pas c'est qui a ça ici. Mais on a été battre juste un peu après, là. C'est un champ de location. Puis... ouais, je connais moins... Enfin, l'autre côté de la rivière, ça, c'est Rosario puis son fils Daniel qui ont ça. Ici, c'est Michel qui loue les terres à de la famille à lui. C'est ça, quand on tombe dans Saint-Paul, là, je suis un petit peu plus embêté pour les propriétaires, mais ici, c'est plus résidentiel. Et puis, ensuite, on aurait le rang Papineau. Dans le rang Papineau, il y a pas mal de maraîchage puis de production de pommes. Si tu as le temps de te promener par là, un moment donné, là, c'est quelques bons agriculteurs. Si tu connais David Côté, là, les fraises Daisy Fruit. OK. À l'épicerie, quand tu vois Daisy Fruit, c'est David Côté. David Côté est entre autres dans le rang Papineau ici. Puis pas loin d'ici, à la maison de Jean-François Stigui, qui est le propriétaire de Excavation Saint-Césaire, si je ne me trompe pas. Puis la portion du jardin Saint-Césaire aussi. Ensuite, on va retomber bientôt sur la 112. On va revenir vers la Barbue. Parce que là, la 112, d'où qu'on arrive, sur un bord, on tourne à gauche, on arrive à Saint-Césaire. On tourne à droite, on s'en va à Granby. C'est ça? Granby puis Saint-Paul-de-Botsford. OK. Ils ont fait une bonne intersection ici, là, avec la petite curve. Puis ce qu'il y a d'agricole... Ouais, il y a un terre-plein, il faut que tu passes de l'autre bord, c'est ça? Ouais. Ça me rappelle quand je reviens du Japon, là, puis j'ai conduit au Japon, on conduit à l'envers là-bas. Là. Oui. Ça, c'est le genre d'erreur que je fais en revenant. Là. Faut faire... Quand tu arrives là-bas, c'est pareil. Oui, mais c'est comme là-bas, je suis comme 3 fois concentré pour y arriver. Là. Puis, mais en revenant ici, on est plus lousse si on veut, on est plus relax. Puis c'est là qu'on fait plus d'erreurs. Ce qu'il va y avoir d'intéressant par ici, on va passer à côté d'un centre de réinsertion sociale. Ils ont des genres de serres bio. Ils vont produire des légumes. Je me souviens plus c'est quoi le nom exactement de la place, mais bon. C'est pas loin. Ça doit être juste ici, c'est ça ici. Je sais pas si tu vas arriver à lire le nom, là, comment ça s'appelle. C'est Jardin de la Terre. Ah, OK. Je regardais même pas la pancarte. Jardin de la Je Terre. regardais sa bâtisse. Ici, tu vas voir, il y a une grosse cathédrale. C'est l'équipe Pierre Messier. C'est un des fils. C'est Jean-René qui a bâti un beau poulailler. Très innovant, c'est la famille Messier. Si tu connais Jean-François Messier? Oui. C'est un de ses frères qui a bâti ça. Ils ont plusieurs poulaillers dans le coin. Là. Ils ont des belles... Oui, parce que lui, il est à méthodes. Saint-Césaire. Ses terres sont à Saint-Césaire, ses poules sont à Saint-Césaire, mais il habite à Saint-Hyacinthe. OK. Mais c'est comme 10 minutes de conduite là, pour lui. C'est pas trop loin. Je pense que ça se fait assez bien. Là. Puis, ouais. Ah, tiens, il y a des terres à vendre pas loin ici, là, pour les intéressés, mais dans ce coin-ci, là, comme on disait, c'est entre 50 et 70 000 $ l'hectare. Ça fait quelque part entre, 20 30 000 $. Ouais, ça fait. Tabarouette. Hey, c'est de l'argent gnostique, ça, là. Oui. T'améliores-tu ton état financier en achetant une terre forte de même, chère de même? Non. Ça prend de l'argent qui dort à la banque et qui ne rapporte pas assez d'intérêt, là, parce que je comptais, là, le service de la dette, c'est-tu 20 hectares, tu vas générer, dans le meilleur des cas, 40 000 de profit. Juste le service de la dette de ça, c'était 70 000. Fait que tu es 30 000 dans le trou juste pour payer les intérêts. Fait que, ben c'est ça, on passe à autre chose. T'améliores pas ton état financier, là, tu sais. Non. Fait que si t'as pas le million au compte en banque, fait que, tu sais, ça marche juste pas. C'est ça. Fait que, ben, tu sais, 51 ans, on pourrait encore acheter, mais de l'autre côté, je me dis que il me reste à peu près 15-20 ans dans le gros max. Si jamais mon fils ne reprend pas les terres, ben on sera pogné à vendre. S'il vend, ben qu'est-ce que ça me donne d'en racheter plus? Je trouve que j'ai à 215 hectares, on a une belle grandeur.
louer des terres, il y a quelqu'un qui m'en a proposé, puis finalement, j'ai pas été trop généreux peut-être, ou pas assez généreux pour recevoir les terres. Mais, tu sais, à un moment donné, là, c'est du temps qu'on passe en plus, puis c'est si payant que ça de cultiver des terres à, mettons, 1300 $ l'hectare. Si les marges moyennes sont à 1600, 1700, ça fait 300 $ hectare. Ah ouais. Fois, mettons, 20 hectares, ça fait 6 000 $. Yes. Bon, ben là, on est revenu à la ferme. Donc, on a fait le tour du carré. Ouais. Quand même intéressant. Je ne connaissais pas vraiment le coin de Saint-Césaire. Donc, je te remercie beaucoup, Jean-François, d'avoir fait le tour du carré. C'était un plaisir. Merci. Bon, ben salut!